J'ai fait une petite chronologie ici. En 1908, Jung était amoureux de Sabina. Là, il y a une lettre d'amour de Jung à Sabina. Je n'ai pas lu cette lettre, mais il y a une référence à une lettre. Et tandis que Carotenuto il dit qu'en 1909, Jung commence à se détacher. Et là, cette année de 1909, elle est chaude, n'est-ce pas? Elle est très chaude, parce que c'est là que Jung commence à parler que Sabina lui fait des scandales. Et c'est là que Sabina écrit à Freud, et lui explique tout. Elle parle un peu de poésie, de tout ce qui s'est passé. Et puis, Freud écrit à Jung pour dire, écoute, il faut ton contre-transfert, il faut un peu le maîtriser, ton contre-transfert. Tout ça, il y a une affaire en 1909 dont vous n'avez pas parlé, que c'est l'affaire du couteau, avec blessure et gifle, qui, si j'ai bien compris, c'était une gifle de séparation. Mais je ne l'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé quoi? Je ne l'ai pas trouvé dans les lettres, dans les journaux. Tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé dans les lettres. Peut-être j'ai passé très vite, mais je n'ai pas trouvé. Ah, qu'elle est blessée à la main. Oui, exactement. Oui, elle dit à un moment donné qu'elle est... Mais elle ne parle pas de cette... Elle en parle, mais... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en fait. On fait une enquête policière quand même avec tous ces textes, et puis quel statut on donne, est-ce que c'est délirant, ça l'est pas, est-ce que c'est traumatique, c'est compliqué, je trouve. Enfin, c'est un peu la clinique aussi, mais c'est encore plus compliqué, je trouve. Mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de références, mais il n'y a pas des choses très concrètes. Moi, je n'ai pas trouvé l'épisode concrètement où elle raconte cet épisode. Je ne sais pas si Jung, mais il doit exister quelque part. Parce qu'on est confondu par la... Ah non, mais il y a un autre film qui parle de ça aussi. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose de physique. Parce qu'il y a un film très beau, un documentaire qui s'appelle « Mon nom était Sabina Spielrein » d'une Allemande. Et on l'a vu, c'est très très beau, où il y a une évocation à cet épisode. Mais je ne sais pas, elle se base aussi sur la correspondance et sur, je crois, les livres de Carotenuto. Je trouve aussi que c'est difficile parce qu'il y a des fois des références qui paraissent acquises et puis c'est de la mythologie, c'était transformé et interprété et puis c'est présenté comme un fait. C'est assez compliqué. C'est dur, je trouve. Par contre, je ne savais pas, j'ai trouvé dans notre revue de l'école, de la cause freudienne, il y a un cas de Sabina Spielrein, de l'analyse d'un petit enfant, un cas de phobie, qui après est commenté par Daniel Roy. Ah oui? Oui, ça dans la revue de la cause 59, c'est quelle année? C'est un petit texte très intéressant. Lui, il fait l'éloge de cette analyse brève. Et puis, ça s'appelle Analyse brève d'une phobie infantile. Mais ici à Genève? Donc le patient? Non, attends. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il le dit aussi. J'ai vu... Laisse-moi chercher. Et une autre chose aussi qui m'a un petit peu dérangée dans ce que j'ai lu ici, c'est que Jung comparait beaucoup Spielrein à Gross, qui était aussi son patient. Mais je sais pas. Et moi j'étais très étonnée, je disais à Renato, mais pourquoi il le compare à Gross? En présentant à Freud que ces deux patients étaient très difficiles pour lui, comme Gross. Je pense qu'au moment où il a voulu un peu se débarrasser de Spielrein, elle est folle, il a commencé à la comparer à Gross, qui était quand même un cas mais beaucoup plus grave. Et ça, je trouvais qu'il était un peu pervers quand même.
pour en fait, justifier ses problèmes avec Spielrein. Oui, c'est une présentation de ces petits enfants, c'est à Genève, présentation des malades à l'Institut Rius de Genève, dans les cadres... Parce que c'est le seul endroit où elle exerce avec les enfants, je pense. Dans les cadres des cours de Dr Naville, sur les enfants anormaux. C'est un enfant qui lui est amené de 7 ans et 6 mois. Je ferai des photos. Ouais. C'est très bien mené. Puis Daniel Roy, il dit que c'est... Oui, qu'il fallait continuer, c'est une analyse brève, mais qu'il a bien fait. C'est très, très fin, sa clinique. Elle fait l'éloge de la clinique de Nashville. Par contre, pour rebondir par rapport à la question des comparaisons entre patients, je ne sais plus si c'est Rudinesco, mais qui compare finalement Sabina Spielrein à Anna Ho. Je pense qu'il y a déjà ce cortège de symptômes, le fait qu'il y a aussi des histoires. Ça, je crois que c'est un peu de la mythologie, mais par rapport à l'idée d'avoir un enfant, Breuer, qui a un enfant avec sa femme, ça, je ne suis pas sûr que ça soit exact. Je me sens que c'est de la mythologie. Pas confirmé. Mais il y a ces histoires d'enfants qui trônent, donc il y a une structure un peu, et puis cet embarras dans lequel se trouve l'analyste, il y a des points de ressemblance entre les deux cas, je trouve. Peut-être que ce qui est en effet analogue entre Spielrein et Gross, c'était peut-être la difficulté de Jung. Oui, c'est la difficulté de Jung, bien sûr. Mais il fait une exagération pour justifier en disant, mais vous voyez, parce que Gross ne s'adressait pas à Freud. Comme elle s'est adressée à Freud, mais ne faites pas attention parce que c'est comme Gross. Je pense que c'était pour se défendre, parce que comme elle est allée se plaindre à Freud, elle a dit, vous savez, c'est comme Gross, moi j'ai beaucoup de peine, vous voyez, avec tous ces patients fous. Et j'ai trouvé ça tellement, pas éthique, pas très éthique. C'était une lettre. Plusieurs de la correspondance. Oui. Donc ils s'écrivaient, ils ne savaient pas que ça serait publié. C'était quand même... Faisons gaffe avec nos SMS si un jour on devient célèbre. Faisons gaffe avec nos SMS si un jour on devient célèbre. Ou avec nos mails. J'ai trouvé ici. Ah, tu l'as trouvé. Je ne sais pas, c'est page 125. Mon amour pour lui était au-delà de l'affinité, jusqu'au jour où il ne put plus le supporter, exigea de la poésie, entre guillemets. Je ne pus et ne voulais alors pas résister pour de très nombreuses raisons. Mais lorsqu'il me demanda comment j'envisageais la suite à cause des conséquences, entre guillemets, ça veut dire la poésie avait des conséquences, je pensais que le premier amour ne veut rien, qu'il ne réfléchit pas, et que je ne voulais pas aller au-delà d'un baiser auquel je pourrais d'ailleurs renoncer. Je pourrais même renoncer au baiser. Mais cela signifiait pour lui qu'il était trop indulgent à mon égard et que c'est la raison pour laquelle je voulais avoir avec lui une relation sexuelle que, bien entendu, il n'avait jamais souhaité, etc. Vous pouvez vous-même vous représenter la chose. Ici, c'est comme si elle écrivait à Freud. Oui, exactement. Vous pouvez vous-même vous représenter la chose. La personnalité idéale que je m'étais construite fut complètement anéantie. J'étais totalement perdu. Je pensais que je voulais l'embrasser et que je n'avais pas voulu lui résister car je me méfiais ni de moi ni de lui. Je me dressais avec un couteau dans la main gauche sans savoir ce que je voulais faire. Il me saisit la main et je me défendis. Je ne sais plus ce qui s'est passé ensuite. Il devint soudain tout pâle et se tint la tempe gauche. Vous m'avez frappé. Je n'eus conscience de rien et je me retrouvais assise dans le tram, me couvrant le visage et fondant en larmes. Je m'étonnais seulement que des gens me demandent si je n'étais pas blessé, etc. Je me heurtais à un groupe de collègues et la première chose que j'ai entendue fut « Mais vous saignez ?» Et en effet, ma main gauche et mon avant-bras étaient couverts de sang. Ce n'est pas mon sang, c'est le sien. Je l'ai tué.
Et je ne sais plus ce que j'ai encore bafouillé. Pourtant, sans dire un seul mot trop précis, j'avais trahi mon ami. Après avoir lavé ma main, je remarquais une étrange marque d'ongle. Je voulus aller à la clinique d'un certain docteur Z pour l'embrasser, car je me croyais perdu et me moquais de moi. Que d'événements idiots. La nuit, je ressentis de violentes douleurs, etc. etc. Oui, maintenant je me souviens. Donc c'est bizarre cet événement, non? Oui. C'est pour ça que je Ils suis sont pas... venus au mal. Oui, elle a pris un couteau, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire de ce couteau. Lui, il a pris sa main, elle l'a giflé, et ensuite elle était dans le train, et puis il avait du sang dans sa main. C'était une lettre à Freud. Hein. Je ne sais pas si c'est une lettre qu'elle a envoyée ou pas, parce que c'était dans les archives. Peut-être c'était un brouillon qu'elle n'a jamais envoyé. Dans son journal, peut-être. Je crois que Parce qu'elle écrivait des lettres, c'était des romans, c'était des lettres de je ne sais pas combien de pages. C'est marqué Sabina Spielrein à Freud, mais... C'est pas sûr qu'elle l'a envoyé. Ah ben non, c'est pas sûr qu'elle l'a envoyé, non. Vous marquez la page, je pourrais faire une copie. 125. 125. Oui, je... Donc, je pense que là, il y avait quelque chose de la séparation, et c'était en 1909. Hein? C'était une gifle presque de séparation. Ensuite, 1910, c'était une année d'auto-analyse. Dans ses écrits, on voit beaucoup ce côté généalogique, d'ailleurs, où elle parle du père, de la mère, des grands-parents, et elle parle des symptômes, et c'est très concis, mais très bien écrit. Hein, mais on sent une auto-analyse en 1910. 1911, elle fait une longue dépression, en même temps c'est en 1911 qu'elle termine la médecine, elle fait une longue dépression avec perte de sommeil et d'appétit. Je pense que c'est lié à la rupture. Et en été 1911, Antonia Wolff entre en scène. Ça veut dire, je pense qu'en 1909-10, il y avait déjà quelque chose qui se passait entre Antonia Wolff et Jung. Et en 1911, Jung présente officiellement dans un congrès une élève brillante, Antonia Wolff, et il parle de Antonia Wolff à Freud. Donc, elle entre en scène, mais je pense qu'il y avait déjà dans les coulisses quelque chose qui a brouillé l'histoire Jung-Sabina. 1911, elle écrit La destruction comme cause du devenir à l'âge de 26 ans. 1912, c'est déjà le clash Jung-Freud. Freud se dit libéré de la fidélité par rapport à Jung, tandis que Spielrein pas. Et puis en 1912, elle cesse de citer Jung. En 1912, elle continue à écrire, comme vous avez dit, elle continue à écrire à Jung tout le temps, mais elle fait une réponse extrêmement froide, et elle évoque plus tard, comme si c'était pas lié, des fantasmes de suicide. Okay. Et en 1912, elle épouse le docteur Paul Schuftel. Tout se passe un peu en même temps, 1911-12. Et ensuite, 1913, Freud dit qu'il est guéri de la prédiction des têtes blanches. Et selon lui, en 1914, elle prend son autonomie intellectuelle. Et là, elle continue en 1917-18. C'est une série de longues lettres théoriques à Jung, que je pense que là, elle répond plus cordialement à elle. Et en même temps, on voit qu'il y a eu, entre 1914 et 1917, une absence de lettres de sa part. Je ne sais pas si elle a écrit à Jung, et puis les lettres ont disparu, parce que ces lettres de 1917-18, elle demandait à Jung qu'il les rende, ces lettres, parce que c'était des lettres un peu théoriques. Et puis ensuite, elle part en Russie, et là, on n'a plus de traces. Il y a un groupe en Pologne, qui est un groupe Spielrein d'études
des œuvres de Spielrein. Je me demande s'ils ont fait des recherches aussi autour de ce qui s'est passé en Russie, parce que ce sont les plus proches et les plus... Mais je ne sais pas s'il y a des traces de ce livre. Michelin semble parler très clairement de sa fin, non? Oui. Comme s'il avait des informations très précises. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il ne comprend pas pourquoi elle est... Parce que donc les Russes ont demandé qu'elle vienne dans une église, c'était ça en fait. Je me souviens plus. On parle des derniers jours de sa... Parce qu'il y a deux versions. Et Daniel Roy, il se trompe parce qu'elle a été tuée par les nazis. Oui, c'est-à-dire qu'il dit que c'est les purges et staliniennes. Oui, quelques-uns disent que c'est stalinien, d'autres nazis, je ne comprends pas. Mais je crois que la version officielle, c'est les nazis. De toute façon, c'était contre les juifs. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est du côté... je pense que c'est lorsque les nazis sont débarqués là-bas. Je pense que c'était les nazis. Ils ont dit, comme la question de l'étoile jaune, ou bien du vélodrome de Paris, c'est-à-dire ils ont dit, il faut venir avec vos enfants, il faut venir dans un endroit, dans une église, et puis ils ont été fusillés, ils ont été tués. Et c'est sûr que les enfants aussi ont été tués? Oui. Comment on le sait? Bon, les enfants de Spielrein, on n'a pas trouvé leurs traces. Non, les deux filles étaient tuées avec sa mère. C'est ça la version, je ne sais pas. Écoute, j'ai aucune idée de comment. Il y a quelqu'un qui a une nièce qui est restée, parce que cette... je ne me souviens pas son nom, cette réalisatrice qui a fait des films allemands l'a rencontrée en Russie. Un parent, c'était une femme, je pense que c'était une nièce qui avait encore quelque chose à dire. Cette film, je ne l'ai pas... Bon, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Oui, je l'ai emprunté je l'ai trouvé à la bibliothèque. Alors peut-être il en passe comme ça de cet épisode de la mort très rapidement, mais je pense qu'il reprend à la fin. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris des amants? Oui. Je ne suis pas allée jusqu'à la fin. Mais c'était quoi la question? C'était de savoir s'il y avait un mouvement destructeur de sa part, ou elle savait qu'elle allait à l'abattoir et qu'elle s'y est rendue. C'était ça la question. Je pense que non. Je pense que lorsqu'elle est allée en Russie, c'était un moment d'avant-gardisme en Russie, où en 1921, il y a eu la création à Moscou du premier jardin d'enfants psychanalytiques au monde. Donc c'était en Moscou. Mais c'est pas ça que je dis. Et je pense qu'elle était attirée. C'est pas ça que je disais. Oui, je sais, mais c'est en 27 que l'analyse, la psychanalyse est interdite en Russie, elle était avant, mais c'était par rapport à cette remarque en quoi c'est important de savoir comment... Je peux lire, donc